Bonjour, bienvenue, c'est Décideurs du droit. Aujourd'hui, on va parler de la délégation des barreaux de France. Qu'est-ce que la délégation des barreaux de France? Comment elle fonctionne? Quelles sont ses préoccupations? On en parle tout de suite avec Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France. Laurent, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous présenter la délégation des barreaux de France? Bien, avec plaisir. Alors, la délégation des barreaux de France a été créée il y a maintenant près de 40 ans, puisque c'est le bâtonnier Bigot du Grand Rue qui avait eu cette idée de créer en 1983, en quelque sorte, la représentation des barreaux français auprès des institutions européennes. Et donc il a eu cette idée véritablement de génie. C'était un Européen convaincu, le bâtonnier Bigot du Grand Rue, comme son épouse d'ailleurs. Et cette idée que de promouvoir nos institutions françaises auprès de la Commission de Bruxelles a été effectivement le moteur de ce qu'il souhaitait faire. Et donc en 83, le barreau de Paris a donc créé cette délégation. Puis ensuite, on rejoint la délégation la conférence des bâtonniers 10 ans plus tard, puis le Conseil national des barreaux 20 ans après la création de la DBF. Et donc aujourd'hui, la délégation des barreaux de France a 3 mandants, les 3 institutions de la profession, et le rôle de la délégation des barreaux de France est en quelque sorte d'être l'agent de liaison des institutions de la profession auprès des institutions de l'Union européenne, principalement la Commission européenne, mais également le Conseil de l'Union et aussi, évidemment, les relations que nous pouvons avoir avec la Cour de justice de l'Union européenne. Concrètement, comment vous fonctionnez? Alors, il y a donc un bureau installé à Bruxelles. Nous avons des locaux dans lesquels travaillent un certain nombre de jeunes avocats, car l'innovation, en quelque sorte, de cette délégation, c'est d'avoir des jeunes avocats qui sont tout à fait formés au droit de l'Union européenne, pour certains qui sont passés par le Collège de Bruges, en quelque sorte l'antichambre des institutions européennes, puisque le Collège de Bruges forme les futurs fonctionnaires européens. Et donc nous avons 6 élèves avocats ou juristes formés au droit de l'Union, et donc qui animent la délégation des barreaux de France et qui répondent aux préoccupations de nos institutions. Alors, un mot aussi sur le Conseil des barreaux européens. Alors, la deuxième mission de la délégation des barreaux de France, c'est aussi d'être l'interlocuteur du Conseil des barreaux européens lorsqu'il s'agit effectivement de faire remonter les questions posées par les institutions nationales auprès du Conseil des barreaux européens, mais également dans l'autre sens, à savoir effectivement le Conseil des barreaux européens interroge toutes les délégations qui sont membres de cette institution, et donc les sujets que pose le Conseil des barreaux européens sont ensuite retransmis par la délégation des barreaux de France auprès de nos institutions. Alors le Conseil des barreaux européens, c'est près de 45 membres, 32 membres effectifs du Conseil des barreaux européens, 3 membres associés et 10 membres observateurs. Donc c'est une grosse machine, ça dépasse évidemment l'Union européenne pour rejoindre presque les États membres du Conseil de l'Europe qui sont au nombre de 47. Et donc ce sont ces délégations nationales qui composent le Conseil des barreaux européens. Et le Conseil des barreaux européens est en quelque sorte le représentant de la profession d'avocat auprès des institutions européennes. Et je voudrais le dire, au jour d'aujourd'hui, le Conseil des barreaux européens a 60 ans. C'est aujourd'hui qu'il fête ses 60 années. Et le Conseil des barreaux européens est en quelque sorte la petite fille de l'UIA, puisque c'est au cours d'un congrès de l'UIA que quelques avocats ont décidé de créer le Conseil des barreaux européens. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le Conseil des barreaux européens est une institution très connue à Bruxelles. La preuve en est très reconnue également, puisque tous les projets que peut avoir la Commission européenne qui toucheraient indirectement ou directement la profession d'avocat sont évidemment communiqués au Conseil des barreaux européens. Le Conseil des barreaux européens travaille sur ces projets de toute nature et est l'interlocuteur des fonctionnaires de la Commission. Et on peut le dire au jour d'aujourd'hui, la Commission européenne ne pourrait pas travailler sans le Conseil des barreaux européens sur toutes les questions intéressant de près ou de loin la profession d'avocat en Europe.
Alors justement, vous évoquez la Commission européenne. Elle a publié en fin septembre dernier son premier rapport sur l'état du droit. Quelles sont vos attentes, les attentes de la profession en la matière? Alors, nous étions tout à fait, et d'ailleurs la Commission européenne a pris à bras-le-corps cette année la question de l'état de droit qui se pose, et on le voit bien au fil du temps, et notamment cette année Dans la 2020. période actuelle. On peut parler de la Roumanie, on peut parler de la Hongrie ou de la Pologne. Et donc, la Commission a eu cette parfaite idée de travailler sur un rapport sur l'état de droit, ce qu'elle fera annuellement. Alors, nos premières réactions lorsque nous avons lu ce rapport sur l'état de droit étaient d'abord de saluer l'action de la Commission, mais aussi peut-être de regretter le peu de place accordée à la profession d'avocat dans ce rapport sur l'état de droit, puisque les avocats participent de l'état de droit, sont des acteurs de l'état de droit. Et donc, nous avons eu un conseil extraordinaire du Conseil des barreaux européens pour réfléchir un petit peu sur ce rapport et de savoir si oui ou non, dans les années futures, le Conseil des barreaux européens, ou tout au moins les avocats européens, pourraient être associés un peu plus en avant au prochain rapport qui sera publié par la Commission européenne. Alors la Commission européenne, évidemment, même si nous avons pu lui faire observer que nous étions un petit peu déçus, il n'en demeure pas moins que le commissaire Reynders, qui a été véritablement la cheville ouvrière de ce rapport sur l'état de droit, a tout à fait entendu la profession d'avocat. La preuve en est, c'est qu'en France, nous avons eu, puisque lorsqu'il s'est agi effectivement de préparer ce rapport sur l'état de droit, tous les États ont été interrogés. D'ailleurs, en France, il existe un point de contact sur l'état de droit qui est basé, logé au secrétariat général des affaires européennes. Et dans chacun des pays de l'Union européenne, il y a un point de contact sur l'état de droit, donc qui est l'interlocuteur de la Commission européenne sur toutes ces questions d'état de droit. Et nous avions été, les institutions de la profession, avaient été entendues par le commissaire Reynders, et donc nous lui avions fait part à l'époque de nos préoccupations sur la question par exemple de la numérisation qui se posait et sur d'autres questions sur les avocats menacés. Et donc nous avions été entendus par le commissaire Reynders sur toutes ces problématiques qui intéressent évidemment la profession d'avocat en Europe. Alors un autre sujet de préoccupation de la délégation des barreaux de France, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Quels sont les derniers développements en la matière? Alors, comme vous le savez, nous en sommes à la 5e directive qui vient d'être transposée par voie d'ordonnance et le texte devrait être promulgué au journal officiel dans les prochains jours. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est menée par la Commission européenne, mais aussi par le Parlement européen, parce que le Parlement européen est tout à fait en faveur d'une réglementation très stricte sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc la Commission réfléchit en fait à changer d'instrument, à passer d'une directive à un règlement directement applicable dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui lui évite effectivement d'attendre que les États transposent dans leur ordre juridique interne et d'éviter aussi à la Commission de poursuivre des États en manquement pour ceux qui n'auraient pas transposé dans les délais les directives. Donc la Commission réfléchit à un instrument nouveau, mais aussi elle réfléchit, et c'est ce qui nous inquiète au jour d'aujourd'hui, à une autorité européenne de supervision. Quel serait effectivement le rôle de cette autorité européenne de supervision qui devrait voir le jour en 2021 vraisemblablement, et qui devra s'intéresser à tous les acteurs financiers, puisque ces acteurs financiers tomberont sous le joug de cette autorité européenne de supervision. Et la question qui se pose à nous, c'est de savoir si les acteurs non financiers, toutes les professions juridiques par exemple, seront-elles effectivement en quelque sorte avalées par cette autorité européenne de supervision. Alors la réflexion de la Commission n'est pas encore définitive et nous souhaitons effectivement, et c'est la raison pour laquelle la profession française est véritablement unie, pour faire valoir le point de vue français et les bonnes pratiques que nous avons, à savoir la CARPA. Car la CARPA répond évidemment aux préoccupations de la Commission et c'est ce que nous souhaitons effectivement lui démontrer, à savoir que la CARPA est un instrument qui répond à toutes les exigences de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et que donc cette bonne pratique française, qui n'existe peut-être pas dans tous les autres pays, car on le voit bien, nous avons des difficultés à vendre, entre guillemets, notre CARPA auprès des autres États de l'Union européenne, mais
nous souhaitons faire comprendre à la Commission que nous respectons les exigences de la lutte contre le blanchiment, que l'inspection GAFI qui va avoir lieu l'année prochaine au mois de mars va évidemment analyser quelles sont effectivement les ressources que la profession met aux exigences de la lutte contre le blanchiment. Et nous essayons de convaincre donc la Commission que nous répondons à ces exigences et qu'il serait, à mon sens, véritablement contraire à l'esprit de la profession d'avocat que de soumettre cette profession à cette autorité européenne de supervision. Alors le 1er janvier 2022, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Quels seront les sujets en matière de justice ? Alors, évidemment, une présidence de l'Union européenne, ça ne se prépare pas 6 mois avant, mais ça se prépare presque 2 ans avant. Et au jour d'aujourd'hui, la France prépare cette présidence qui aura lieu au même moment, évidemment, que les élections présidentielles. Et donc, vous voyez bien, effectivement, l'importance qu'attache la France à cette présidence française de l'Union européenne entre janvier et juin 2022. Alors, pour ce qui concerne la justice, parce que évidemment tous les ministères sont concernés par cette présidence, mais pour ce qui concerne la justice, un certain nombre de priorités ont été d'ores et déjà définies par le ministère de la Justice, et il y en a quelques-unes qui nous intéressent véritablement. Alors, je vous ai parlé de la lutte contre le blanchiment, mais il y a aussi la question de la numérisation, qui sera un sujet porteur pour la présidence française de l'Union européenne, en souhaitant évidemment qu'avec le plan qui est actuellement discuté au Parlement, nous ayons déjà les moyens, effectivement, les ressources nécessaires pour améliorer notre justice française dans le cadre de cette numérisation. Il y a d'autres sujets qui sont importants pour nous. Par exemple, dans le cadre de Paris Place du Droit, c'est la juridiction unifiée des brevets, qui est un sujet tout à fait d'actualité. Pourquoi c'est un sujet important ? C'est un sujet important car le principal siège de cette juridiction sera à Paris. Et donc, évidemment, pour Paris Place de Droit, c'est véritablement une opportunité que d'avoir cette juridiction unifiée des brevets qui soit à Paris. Alors, la question au jour d'aujourd'hui n'est pas tout à fait réglée parce que dans le cadre effectivement de cet accord sur la juridiction unifiée des brevets, il faut un certain nombre de ratifications d'un certain nombre d'États de l'Union. Nous ne sommes pas encore au nombre maximum des États qui auront ratifié, mais cela devrait vraisemblablement, je pense, arriver à son terme dans le courant de l'année 2021, et nous pouvons espérer effectivement que cette juridiction unifiée des brevets puisse commencer à travailler en janvier 2022, et cela est un espoir évidemment de la présidence française, que de pouvoir évidemment au même moment de sa présidence, que de pouvoir effectivement compter sur cette juridiction unifiée des brevets, tout en sachant que la France est presque, dans les statistiques, le 3e déposant en matière de brevets dans l'Union européenne. Donc c'est pour vous dire effectivement l'importance que revêt ce projet de la juridiction unifiée des brevets, et la profession, et évidemment le CNB comme le barreau de Paris, tout à fait en faveur de la localisation de cette juridiction, qui est d'ailleurs en fait actée par un acte européen, mais nous souhaitons évidemment arriver au bout de ce projet qui dure depuis tant d'années. Laurent Petiti, merci pour cet éclairage. Eh bien, je vous remercie. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, et je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.